Salut à tous et bienvenue dans votre rendez-vous lore sur Iggy TV. Donc je vous rappelle, là on est sur la troisième vidéo du cycle consacré au lion, le fils de la forêt. Donc ce roman que je vous lis par différents chapitres. À chaque fois j'essaie de vous retranscrire le roman tel qu'il est écrit. Puis après il y a un petit passage sur, comme d'habitude, un petit peu je diverge et je donne un petit peu mon avis sur ce qui est intéressant à retenir de ces chapitres. Là on va commencer par le chapitre 7 et je vous rappelle que si vous n'avez pas vu les premières, vous avez une playlist qui est réservée justement à ce roman-là. Je vous rappelle aussi, comme d'habitude, que si vous avez envie de me soutenir sur Tipeee, moi c'est comme ça que je gagne ma vie, tout simplement, parce que je suis à plein temps sur la chaîne, je le rappelle, eh bien, vous aurez en contrepartie les vidéos lore sans publicité, en version podcast et en avance aussi. Voilà. Merci à tous ceux qui me soutiennent encore une fois, quelle que soit la façon de le faire, que ce soit sur Tipeee, en commandant avec My Hobby Place pour bénéficier de 20% de remise et faire bénéficier aussi la chaîne, avec les liens Amazon, les liens Philibert, en likant, en commentant, comme d'habitude. Le seigneur de la première légion était de retour et il n'avait pas changé, mais par bien des aspects, il avait aussi énormément changé. La première chose qui sautait aux yeux, c'était bien sûr son apparence. Il avait les traits marqués par le temps, quelque chose qui paraissait complètement inimaginable à l'époque. J'avais rencontré déjà plusieurs primarques, j'avais eu la chance incroyable de voir de mes propres yeux plusieurs primarques, dont Horus, dont Leman Russ, et à chaque fois, eh bien, il résonnait d'une image de grandeur inaltérable. Et le fait de voir le lion devant moi, ayant vieilli, eh bien, c'était quelque chose d'incroyablement déstabilisant. Lui-même ne savait pas pourquoi il avait vieilli, ne savait pas ce qui lui était arrivé. Peut-être que les Dark Angels l'avaient fait dormir dans une sorte de stase, mais un petit peu défaillante, c'est pour ça qu'il aurait vieilli, ou alors tout simplement, peut-être avait-il dormi dans les forêts de Caliban depuis 10 000 ans. Toujours est-il qu'il était là, devant moi, à arpenter cette forêt, tel le prédateur qu'il était. Lionel Johnson attirait les regards par sa majesté et sa force, mais son expression sévère vous obligeait à baisser les yeux. Sa nature suscitait l'adulation, mais son caractère incitait à la prudence. Lorsque vous vous adressiez à lui, vous preniez immédiatement conscience que vos mots seraient jaugés, peser à l'aune de ses propres critères concernant ce qui était digne de son attention. C'est un être capable de déployer une détermination et une concentration implacable quand il avait pris une décision. Je ne comprenais ni comment ni pourquoi il était arrivé ici, lui non plus, mais en tout cas, il était maintenant mu par un but. Ce but, c'était éradiquer la présence du chaos sur la planète, éradiquer les 10 000 yeux à lui tout seul. En tout cas, avec mon aide, nous étions deux, mais très inférieurement équipés. Lui, il n'avait aucune arme, si ce n'est le couteau qu'on lui avait donné. Alors certes, c'était un couteau solide, mais que faire face à un pistolet bolter, un bolter lourd, un canon laser, un dreadnought, que sais-je encore? Nous ne savions pas ce vers quoi nous allions, mais en tout cas, eh bien, il n'y avait aucune lueur de doute dans les yeux du primarque. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, moi-même, avec le peu d'équipement dont je possédais encore, j'avais mes 2 pistolets bolter que je traînais depuis l'hérésie d'Horus et cette épée tronçonneuse que j'avais récupérée sur un des chapitres successeurs des Dark Angels qui m'avait donné la chasse depuis tant d'années, depuis que j'étais réapparu du Warp. Alors pour ma part, j'avais renié ma légion, renié mon primarque. Pourquoi? Parce qu'il m'avait attaqué sans aucune raison apparente à mes yeux et je n'avais plus besoin de primarque, je n'avais plus besoin de dirigeants. J'avais pris l'habitude de faire mes propres choix de par mon libre arbitre et je ne comptais pas me laisser influencer par le primarque. Certes, il était mon génocide, mais il n'avait aucunement présidé à ma création, il n'avait aucune influence sur moi maintenant et surtout ce sentiment de trahison qui s'était implanté en moi depuis tant d'années, eh bien, même si le lion avait dissipé plus ou moins ses doutes, je restais malgré tout trop habitué à avoir cette liberté d'action, cette liberté de penser. C'est donc pas par amour ni par loyauté que je lui offris mes services dans cette quête, mais bien parce que je pensais que nous avions un but, une raison d'être et que j'avais la foi. Alors la foi, je ne parle pas de la foi religieuse, non, j'ai une sainte horreur de toutes ces religions qui sont abjectes pour l'impérium. Non, j'ai foi en
la raison pour laquelle le lion est là. Quand on voit cette forêt dans laquelle nous sommes, eh bien, je ne peux que me rappeler la forêt de Caliban. Certaines zones sont vraiment étrangement semblables. Le lion, lui, ne semble pas le remarquer et je n'ose lui faire remarquer de peur de sa colère. Mais je trouve vraiment incroyable le fait qu'après 10 000 ans d'absence, le lion réapparaisse sur cette planète qui ressemble étrangement à la planète où l'empereur son père l'avait retrouvé. Et j'ai foi en sa mission, foi en sa quête de protection de l'humanité et de lutte contre le chaos. Nous avions décidé de ne pas partir pendant la nuit, non pas que nous ayons peur des créatures qui étaient dans la forêt, car j'étais persuadé que la créature la plus dangereuse était Lionel Johnson sur cette planète, mais bien parce que les humains, eh bien, sans notre protection, se retrouvaient désarmés. Alors, les humains avaient bien cherché à nous apporter leur aide, que ce soit par leurs armes rudimentaires, des mitrailleuses, ce genre de pistolet automatique, mais rien qui ne puisse être adapté à la physiologie d'un Astartes et encore moins à la physiologie d'un Primarque. C'est pour ça que malgré tout, nous avions décidé de partir lors de la journée, tout simplement pour offrir encore un peu plus de protection à ces humains que nous avions juré de protéger. Au fur et à mesure que nous avancions dans la forêt, je me rendis compte à quel point le lion était agile, contrairement à moi qui était l'un des plus agiles ou le plus agile de cette tribu. Évidemment, j'aurais distancé en quelques secondes de simple humain en utilisant de ma force physique, de mes capacités surhumaines, mais le lion, lui, était à un tout autre niveau. Je le voyais serpenter sans laisser aucune trace, tel un fluide à travers les arbres. On sentait qu'il était dans son élément et je sentais aussi qu'il ralentissait la cadence, et bien tout simplement pour ne pas me distancer. Au fur et à mesure qu'il avançait, il allait en ligne droite, le plus directement possible, et j'avais pleinement confiance à son itinéraire, à tel point que parfois même il évitait des pièges que moi-même, en ayant vécu sur cette planète depuis plus de 400 ans, j'avais peine à repérer, alors que lui était là depuis quelques instants, quelques temps. Il avait cette façon de détecter naturellement son environnement et d'en jauger la difficulté, la dangerosité. Alors que nous nous rapprochions du camp des 10 000 yeux, nous passâmes à proximité d'une grande ville. Cette grande ville qui avait pris de plein fouet l'attaque des forces du chaos était bien assaillie par la végétation, car la végétation était hostile. Elle n'était pas forcément menée par le chaos, même s'il y avait des taches sombres dans la canopée qui nous laissaient penser que ces zones étaient corrompues, étaient affligées par les puissances du Warp. Malgré tout, la nature même de la planète s'efforçait de lutter et de poser des difficultés à tout être vivant, et l'humanité devait lutter à la fois contre les entités du chaos et la nature elle-même de cette planète, mais les richesses de ce monde la rendaient précieuse pour l'Imperium, encore une fois. Cependant, les défenses naturelles ayant été tombées sur cette ville, la nature reprenait ses droits et de nouveau, inlassablement, la végétation remplissait les rues, les villes, et cette ville était destinée à disparaître au sein de la végétation de la planète. Le lion me demanda alors si on avait l'habitude de rencontrer des patrouilles des 10 000. Je lui répondis que les 10 000 n'étaient pas forcément stupides et que même s'ils comptaient sur leur force, ils savaient qu'il était dangereux, même pour eux, de s'aventurer dans la forêt et qu'il valait mieux l'éviter. Alors parfois, certes, ils menaient des raids pour essayer de débusquer des humains qui étaient tapis dans les forêts, pour essayer de détruire certains arbres aussi, pour empêcher la végétation d'envahir leur base, mais c'était somme toute assez aléatoire et j'estimais qu'il y avait très peu de probabilité que nous tombâmes sur une patrouille. Le lion s'en réjouit, car cela facilitait en fait son insertion, et je lui demanda « Mais avez-vous un plan, monseigneur, pour avancer ?» Il me répondit simplement qu'il n'avait pas de plan, étant donné qu'il n'avait aucune information. Il avait juste la détermination d'éradiquer les 10 000 yeux, quelle que soit la façon dont il allait user. J'étais plus ou moins persuadé qu'il allait réussir. Et c'était une force incroyable de se sentir dans un mouvement accompagnant le Primarque. Pourquoi? Parce que j'étais à côté d'un des êtres les plus puissants de la galaxie, si ce n'est l'être le plus à même de mener à bien cette mission, quel que soit son équipement, qu'il soit équipé juste d'un couteau ou d'une épée ou d'un n'importe quel objet, la détermination était son arme absolue qui nous permettait d'avancer sereinement, et je lui faisais pleinement confiance pour l'accomplissement de son objectif. Il s'arrêta quelques instants et reporta son regard sur moi.
Mon frère Sanguinus parlait souvent de destinée. Il savait quand et comment il allait mourir. J'ai encore du mal à accepter de tels concepts, mais il prit une inspiration, expira, puis planta son regard dans le mien. Le fait de me retrouver aussi soudainement au centre de son attention me mit mal à l'aise. Le destin de mon frère était peut-être écrit, dit Lionel Johnson. Je ne prétends certainement pas être doté des mêmes capacités de préscience que lui, ni même de celles de ce misérable de Curse. Mais j'ai du mal à croire que toi et moi ayons survécu à la mort d'une planète, Zabriel, juste pour en arriver ici. Je lui ai répondu que j'avais simplement accepté le fait de mourir en devenant Space Marine, mais que depuis 400 ans, je n'avais trouvé aucune raison suffisante qui vaille la peine d'offrir ma vie. Il me regarda alors d'un air noir et me dit « Zabriel, je n'ai pas besoin de ce genre de fatalisme. Aujourd'hui, je compte sur toi pour survivre et mener à bien cette mission. Il n'y a pas de destin, il y a juste cette mission à accomplir. C'est une tâche que nous devons accomplir, encore une fois, et je compte sur toi pour survivre. Zabriel de Terra, tu dois survivre et continuer à m'aider. » Et à ces mots, je me sentis un petit peu honteux, mais en même temps, une étincelle s'alluma en moi. Et cette étincelle était une sorte d'espoir et de foi. Je ne pouvais pas non plus imaginer qu'un être tel qu'un primarque pouvait mourir dans une forêt quelconque et qu'il n'avait pas un destin à accomplir, un destin qui nous dépasse tous et qui m'impliquait, moi. Je sentais en effet que rester simple défenseur d'une clairière avec quelques humains n'était pas la destinée auquel j'avais droit, mais que, ensemble, nous pourrions accomplir de grandes choses. Et j'avais vraiment soif de victoire. Et voilà, donc dans ce chapitre, on retrouve Zabriel, en effet, qui fait équipe avec Lionel Johnson. Donc ils sont équipés très sommairement. Donc là, on a l'information que le lion a son armure, mais il n'a ni le bouclier ni l'épée. Donc on verra aussi comment il va les récupérer. Donc pour l'instant, il a simplement un couteau. Bon, on verra. Petit passage aussi qui est assez intéressant, tant que je pense à l'équipement, eh bien, là, je voulais pas raconter, mais je vais vous le raconter comme ça, ce sera plus simple. Zabriel nous parle aussi de comment il récupère de l'équipement au fur et à mesure. Alors on apprend qu'il a perdu son épée tronçonneuse en luttant contre les chapitres successeurs qui cherchent justement, qui font la traque des déchus, et qu'il récupère comme ça un petit peu d'équipement à droite à gauche. Alors au niveau des munitions de bolter, ça c'est assez intéressant aussi. On peut se poser la question de dire le bolter c'est tellement mythique, c'est tellement rare, comment font-ils pour se réapprovisionner? Donc première source de réapprovisionnement, bien évidemment, c'est à chaque fois qu'il tue un adversaire, s'il peut le dépouiller, récupérer de l'armement dessus. Alors ça c'est la première chose. Malgré tout, ce n'est pas forcément ce qui va être favorisé parce qu'il y a un risque, en fait, il y a un risque que ces éléments soient corrompus par le Warp, et comme lui-même n'est pas un féodé au dieu du chaos, il n'a pas forcément envie d'utiliser des objets et encore moins des munitions qui soient baignées par l'essence même du Warp. La deuxième possibilité, il nous explique qu'il va simplement au marché noir récupérer des armes comme des bolts, et qu'en fait, de par sa carrure charpentée comme il est, souvent il réussit à obtenir ce qu'il veut, et qu'il est assez étonnamment facile de récupérer sur le marché noir des bolts. Donc c'est ce qui permet de se dire qu'un déchu, même seul, peut survivre, retrouver des pièces d'équipement. Alors, dans un autre chapitre, on nous parlait aussi de son armure, et on voyait que son armure avait été travaillée par le temps. Malgré tout, la qualité de la fabrication de ces armures Space Marine leur permet de tenir très longtemps dans le temps, et puis avec quelques réparations en étant bien entretenus. Alors, on ne parle pas des messes pour l'Omni-Messie, des prières à l'Omni-Messie, et je suis même quasiment certain que ce Space Marine là ne fait pas de prière à l'Omni-Messie, et pourtant son équipement ne lui a jamais fait défaut. Ça c'est la preuve absolue que l'Omni-Messie, faut y croire, mais en même temps ça ne sert pas à grand chose, vous voyez. Mais en tout cas, voilà, petite parenthèse assez amusante, voilà, là c'est moi vraiment qui extrapole, mais en tout cas, on peut vraiment tirer cette conclusion-là. Depuis 400 ans, ces bolters fonctionnent parfaitement, ils ne l'ont jamais trahi, et pourtant, il n'a jamais prié l'Omni-Messie. Donc voilà, ça vous le gardez pour vous, vous en faites ce que vous voulez, c'est cadeau. Alors bien sûr, on se demande comment à eux deux, ils vont pouvoir attaquer cette forteresse, mais en tout cas, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que cette forteresse des 10 000 yeux, bien sûr, vous l'avez noté, mais je vous le rappelle, si vous regardez cette vidéo avec un petit peu de délai, c'est là où on a Baelor, Markog et le seigneur Serafax. En fait, c'est leur groupe de combat, donc on imagine qu'ils vont se rencontrer, on imagine qu'il y aura une confrontation entre les deux déchus, celui qui a rejoint le camp de Lionel Johnson. Est-ce que Baelor va rejoindre aussi le camp de Lionel Johnson, ou alors est-ce que plutôt ça va être une sorte de martyr?
servir. Je pense que ce serait beaucoup plus riche que justement il veuille défendre Séraphax jusqu'à la mort et qui est ce côté un petit peu tragique. Après, on peut aussi imaginer que le lion, de par sa prestance, son charisme, etc., réussisse à retrouver l'allégeance de Baelor. Donc ça, écoutez, on le verra sans doute dans un prochain chapitre. Hein. Chapitre 8. Alors qu'ils approchent maintenant de l'ancienne forteresse monastère qui était avant loyaliste, maintenant qui appartient aux 10 000 yeux, eh bien ils se rendent compte que le combat a dû être cataclysmique car il y a énormément de cratères, énormément de corps des envahisseurs. Malgré tout, le lion remarque que la porte principale n'a pas été détruite et que les défenses n'ont pas été surclassées. Alors, comment ont-ils péri? Eh bien simplement, il remarque à un endroit dans l'obscurité une zone assez sombre à la base du roc béton, là où la forteresse prend pied, eh bien il y a une faille. Il fait remarquer cette faille à Zabriel. Zabriel, regarde cet endroit. Eh bien sans doute, si l'ennemi n'a pas reconsolidé cette zone, nous allons pouvoir passer par là. Eh bien oui, car l'ennemi ne pensait plus avoir d'opposants sur cette planète et qui n'a pas pris la peine de réhabiliter les défenses, réhabiliter les systèmes de détecteurs. Il n'a pas non plus déboisé la forêt, ce qui offre au lion eh bien, des zones sur lesquelles il peut arriver discrètement sans qu'on puisse le repérer et il met simplement son casque et avance directement à l'intérieur. Alors certes, il pourrait y avoir des pièges, mais l'envie du lion d'en découdre est beaucoup plus forte que la peur, ou pas la peur, mais la crainte qu'il y ait des pièges et il préfère les affronter le cas échéant plutôt que de tergiverser et de réfléchir, car ça n'a jamais été l'objectif du lion que de passer trop de temps sur la réflexion, mais plutôt sur l'action. Zabriel le suit donc avec ses bolters sortis et est prêt à en découdre avec tous les ennemis qu'il pourrait rencontrer. Le lion s'aperçoit que la respiration de Zabriel est calme. C'est une très bonne chose et il éprouve de la fierté envers ça. Pourquoi? Parce que Zabriel pourrait être enclin à avoir un peu de peur ou avoir une sorte de vengeance qui couvre sous lui, mais il est calme, il est simplement résolu à accomplir sa mission, à accomplir ce que lui demande ce primarque, même si les relations sont peut-être différentes de ce qu'elles étaient à l'époque, eh bien Zabriel est là pour l'aider dans sa mission et il compte bien le faire du mieux qu'il peut. Au fur et à mesure qu'ils avancent dans la forteresse, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas de corps de Space Marine. On voit certains corps déformés d'humains, même modifiés légèrement, mais aucun Space Marine. Zabriel suggère donc que sans doute les dépouilles ont été utilisées pour des fins chaotiques, ont été bafouées et cette idée eh bien, fait jaillir un petit peu de rancœur sur Lionel Johnson, car même si ce n'était pas ses fils génétiques, eh bien, il ne peut supporter l'idée qu'on bafoue ainsi la pureté des Astartes. Alors l'armure du lion lui permet de détecter les ouvertures et c'est ainsi qu'il trouve une zone un peu dégagée et une zone où il n'y a même plus aucun cadavre d'humain alors qu'on voit quand même des taches de sang, des résidus, ce qui tend à faire penser que eh bien, les chaotiques ont nettoyé cette zone car ils l'utilisent et en effet ils n'ont pas forcément envie de côtoyer les cadavres de leurs adversaires vaincus. C'est pour ça qu'ils se dirigent par là et ils entendent simplement un petit bruit et de la lumière. Lionel Johnson, repensant aux actes odieux qu'ils ont pu commettre sur les Astartes, eh bien, il décide de ne pas attendre, il enfonce la porte et il se retrouve devant un cultiste, un simple cultiste dans une robe avec des symboles que les yeux préfèrent éviter et il se demande, l'espace d'un instant, doit-il le détruire? Doit-il l'interroger? Il n'a pas le temps de réfléchir plus longtemps que le cultiste prend cette décision pour lui et à l'arrière de son crâne s'ouvrent des yeux et de son cou sort une immense langue qui cherche à l'attraper. Lionel Johnson, en un instant, vaporise le cultiste, mais malgré tout, son cri d'agonie résonne bien plus longtemps qu'un simple écho, tel par la magie du warp, et au fur et à mesure, eh bien, on entend des brouhahs, un bruit qui commence à se rapprocher, et le lion comprend que l'heure n'est plus à l'infiltration, mais de toute façon, ça n'avait jamais été sa spécialité. Il laisse ça plutôt à Corax. Lui, son atout, c'est la force, la célérité, et il se dirige directement vers là où les cultistes arrivent. Alors il voit une énorme masse de cultistes qui sont constitués de tout ce qu'on peut imaginer, des sabots, des queues, des cornes, des pinces, et en fait tous arrivent. Malgré tout, le lion
prend un instant pour s'imposer à leur vision. Pourquoi? Parce que les cultistes, en arrivant, perçoivent l'aura de destruction qui l'entoure et prennent conscience de la nature de leur adversaire. Et ce sera un atout pour Lionel Johnson. Même au-delà de sa puissance, il y a toujours des avantages à récupérer. Donc il avance dans cette masse et rien qu'avec ses poings, il décapite, arrache les membres. Zabriel, de son côté, ne peut qu'achever certains des survivants qui ont miraculeusement échappé au cyclone de destruction qu'est Lionel Johnson. Et en un instant, la salle est de nouveau vide, plus aucun bruit, et le lion prend conscience de sa force qui a diminué. Et oui, parce que Zabriel fait remarquer au lion qu'il est toujours aussi impressionnant au sein des combats, mais le lion sait que c'est différent. Nous savons que nous ne sommes plus aussi puissants qu'avant. En effet, nous avons maintenant un point de comparaison. Autant quand nous luttions contre les créatures de la forêt, c'était difficile de pouvoir comparer, c'était un nouveau combat. Par contre, se battre contre des cultistes, de simples humains, même avec des mutations, eh bien, nous sentons que nous avons perdu un peu de vitesse, un peu de puissance, un peu de rapidité de réflexion et un peu d'endurance. Et tout cela, eh bien, ça ne peut pas être simplement l'œuvre du temps, ça peut être aussi l'influence du chaos, l'influence de cette zone démoniaque, et nous pensons qu'il y a une magie sombre à l'œuvre qui nous rend un peu plus faibles que ce que nous étions. C'est alors qu'une question s'impose à notre esprit. Zabriel, peux-tu nous parler de nos frères, ceux qui sont du côté chaotique? Eh bien, mon Seigneur, je ne saurais quoi en dire, car même si certains sont encore en vie, eh bien, l'Imperium fait tout pour les ignorer. La propagande impériale ne parle pas des primarques qui sont passés du côté du chaos, et je n'ai que quelques informations. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la menace principale, maintenant, c'est Abaddon. Abaddon? Ézéchiel Abaddon? Des Sonophorus? Oui, mon Seigneur, c'est lui qui a acquis un pouvoir incommensurable. On dit même qu'il se rapproche et qu'il a atteint la puissance des primarques. Eh bien, mon Seigneur, c'est lui qui a détruit Cadia, qui était la place forte de l'Imperium. C'est lui qui a permis l'ouverture de cette cicatrice Maledictum. Pour une fois, cette information ne nous déstabilise pas et nous sommes certains que nous réglerons le compte de ce rejeton d'Horus quand nous croiserons son chemin. Et pour l'instant, il y a plus important, car nous n'imaginons pas que de simples cultistes soient les seuls au sein de cette citadelle. Alors dans le chapitre 8, voilà, on retrouve un petit peu d'action. On retrouve en fait, eh bien, le lion qui va combattre. Ce qui est amusant, c'est que là, on sent qu'il y a une faiblesse du lion. Alors, est-ce que c'est simplement le fait qu'il est vieilli ou pas? Honnêtement, je ne le pense pas, parce que lui-même, en fait, se pose cette question, s'interroge, et on se rappelle que dans les premiers chapitres, quand il était encore avec les guetteurs, eh bien, il avait testé sa force et il sentait qu'il n'y avait pas de différence, même si l'âge avait passé. Alors, peut-être on peut dire qu'il manque un peu d'entraînement, mais ça ne devrait pas être une aussi grosse différence que ce qu'il ressent là. Là, je pense vraiment que s'il se sent plus faible, c'est bien parce qu'il y a une magie, et c'est ce que lui-même aussi pense, donc on va imaginer qu'il est resté tout aussi puissant. Quand on repense même à Ark of Omen, on se dit que oui, il n'a pas dû perdre beaucoup de puissance, mais voilà, je vous invite à revoir les vidéos sur Ark of Omen, surtout le dernier tome, le lion, bien sûr, qui parle de lui. Alors Zabriel, dans cette optique-là, dans ce chapitre-là, il a juste un rôle de soutien, donc il est là juste un petit peu pour l'épauler, pour être un peu le second. C'est vrai que c'est pas forcément lui qui va être mis en avant, forcément, par rapport à un primarque, c'est normal qu'il soit mis un peu plus en retrait. Maintenant, moi, je me pose vraiment la question du moment où on va avoir Baylor, Zabriel, les deux qui s'opposent. Je pense qu'il y aura un beau discours entre les deux. En tout cas, c'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends de la suite de ce livre. Donc, eh bien, écoutez, on va se donner rendez-vous dans le prochain chapitre directement pour voir est-ce que, justement, on aura cette confrontation. Est-ce que Baylor va passer du côté des Absus ou pas? Eh bien, faites vos paris en commentaire. Ça peut être assez amusant, donc n'hésitez pas. Votez en commentaire. Chapitre 9. Au fur et à mesure, Zabriel et le lion avancent dans la forteresse et se rendent compte qu'il y a de plus en plus de cadavres en décomposition, sans doute parce que c'est un espace où les traîtres ne sont plus, et ils voient de plus en plus de signes de profanation, jusqu'à arriver à un moment où il y a une grande porte. Sur cette grande porte, eh bien, on reconnaît les traits de Sanguinius. Sanguinius, mais déformé, bafoué, car son visage a été remplacé par des crânes hurlants, sans doute des crânes de Space Marine, de l'ancien chapitre qui tenait cette forteresse. En tout cas, le dispositif de cette porte a l'air encore de fonctionner. Le lion avise donc Zabriel. « Tiens-toi prêt, mon fils.
et il active le mécanisme. Le mécanisme réagit de façon assez étonnante car il y a une espèce de crissement biologique et on a l'impression que les portes qui étaient en train de fusionner eh bien, se déchirent telles des os, de la chair, et c'est une sensation qui est assez désagréable en fait pour Lionel Johnson. Alors il n'est pas forcément habitué à cette engeance du chaos aussi directement et il sent une sorte de désorientation au fur et à mesure. Sur les murs, il y a des sortes d'inscriptions. Ces inscriptions, il a du mal à fixer le regard et quelque chose d'extrêmement inhabituel pour lui, il se sent désorienté, il a du mal à savoir où est le haut, où est le bas. Il cherche avec son casque à retrouver différents spectres de visualisation des choses, spectre infrarouge. À ce moment-là, il voit en fait que le sang qui émane encore de cette porte, eh bien, il est à température humaine, aussi incroyable que cela puisse paraître. Malgré le temps, eh bien, le sang a l'air de s'écouler encore de cette porte-là. Il change encore une fois de spectre, de visualisation, mais alors, il n'y a que la disparition des écritures qui lui enlève un petit peu ce sentiment de nausée. Une fois la porte ouverte, une voix dit « Le voilà, le chevalier imparfait. Ne vous l'avais-je pas dit, mes frères ?» Lionel Johnson s'approche. « Vous nous attendiez ? Quel maître servez-vous » entonne une voix glaciale comme le vide intersidéral. La pièce est immense et le lion s'avance pour essayer d'identifier ses adversaires. Il détecte 7 signes, 7 carrures d'Astartés. 5 Space Marines ont des formes assez reconnaissables avec leur armure, même si de ci de là on voit des excroissances comme une corne ou un membre supplémentaire. Et 2 sont derrière, un peu en retrait. On a une sorte de sorcier avec une émanation psychique assez forte et à côté de lui, quelqu'un avec une carrure assez immense, remplie de haine et de rage envers eux et qui attend simplement leur action. Alors, nous nous étonnons de ne pas avoir directement une volée de bolts qui viennent sur nous. Pourtant, nous portons fièrement le symbole de notre chapitre des Dark Angels, mais il semblerait que ce symbole, eh bien, 10 000 ans plus tard, soit nimbé d'une sorte de retenue et d'une sorte de questionnement de par les traîtres. Sommes-nous des déchus? En tout cas, nous mettons à profit ce temps, cette hésitation pour nous rapprocher, car bientôt nous serons à portée et nos capacités nous permettront d'attaquer directement. Et c'est la faiblesse qu'ont les hommes de pouvoir. Les hommes de pouvoir veulent être obéis et un homme mort ne peut pas obéir. C'est pour ça qu'ils hésitent le plus longtemps possible à donner l'ordre pour tirer. Nous leur répondons, nous ne servons aucun maître, uniquement notre volonté, sorcier. Et à ces mots, les Space Marines se raidissent et les canons bolteurs se pointent vers nous. Mais il est déjà trop tard, notre physionomie de Primarque nous permet de bondir directement au sein des Space Marines et 2 Space Marines sont déjà à terre sous le coup de l'impact. Et on continue, on donne des coups, on récupère des bras qui passent par là, des bras griffus qui cherchent à nous saisir. Aucun n'est assez rapide, malgré les mutations difformes qui les rendent assez rapides pour des Astartés, eh bien, nous réussissons malgré tout à contrer chaque coup assez facilement et à retourner les adversaires les uns contre les autres, à les obliger à se tirer dessus, mais malgré tout, on sent qu'il y a encore cette forme de compétence martiale qui leur permet d'éviter les tirs amis. Et au-delà de ça, ce sont des Space Marines bien plus compétents que de simples humains et certains tirs nous touchent au backpack ou à l'épaulette. Heureusement, notre armure est capable d'encaisser bien pire que cela et nous continuons notre massacre. Zabriel rentre dans la danse et de tir de 2 bolts tue un autre hérétique. Nous continuons l'enchaînement de combats et c'est là où le sorcier rentre en action. Ses yeux luisent et envoie des flammes sur Zabriel. Zabriel qui est en train de crier. Heureusement, je peux me permettre de ramasser un pistolet bolter en brisant la protection de la gâchette car ils sont trop petits pour les doigts d'un Primarque. Je réussis à déstabiliser la concentration du sorcier et il n'en faut pas plus pour Zabriel pour prendre son épée tronçonneuse et réussir à trancher la tête du sorcier. Nous ne gardons pas le pistolet bolter en main car nous commençons à sentir la corruption qui émane de lui. Les adversaires nous regardent ébahis, ils n'étaient certes pas prêts à rencontrer un adversaire tel que nous et l'air commence à onduler sous l'effet d'une balise de téléportation et 2 titans apparaissent. Ce ne sont plus vraiment des Space Marines, ce ne sont pas vraiment des machines, c'est un amalgame de chair
et de métal, et on ne reconnaît uniquement leur tête comme étant encore en proportion des Astartes. Le reste est bardé d'armes et ils commencent directement à nous envoyer des tirs. Alors nous mettons la main pour récupérer notre arme, mais malheureusement ce vieux réflexe qui était automatique eh bien, nous coûte une demi-seconde. Les hérétiques n'ont pas ce problème, ils sont habitués à leur corps et une roquette vient directement détonner contre notre plastron, nous repoussant en arrière directement contre un mur. Et alors sur le coup de l'explosion, nos capteurs ont été saturés et à peine réussissons-nous à nous relever que le deuxième géant est sur nous et d'un uppercut nous fait traverser le mur. La cloison explose derrière nous et nous sentons que notre armure commence à trouver ses limites. Il y a différents voyants qui sont allumés qui précisent que peut-être le générateur ne survivrait pas à un prochain coup direct et nous commençons à essayer de trouver une solution. Ces Astartes autour de nous, mutés par le pouvoir du chaos, ne nous facilitent pas la vie. Donc nous avons le réflexe de mettre de la distance entre nous et ses adversaires. Malgré tout, nous savons que nous n'avons aucun équipement à porter. Donc la seule solution, essayer de trouver un équipement qui pourra nous aider. Heureusement pour nous, l'endroit dans lequel nous sommes est un arsenal. On le reconnaît à sa disposition. Malheureusement, il a sans doute déjà été pillé. On ramasse malgré tout un chargeur de bolter, ça pourra servir si on réussit à trouver l'arme qui va avec. Et autre chose, une arme assez étonnante, dont on ne sommes pas familiers. Mais malgré tout, depuis 10 000 ans, les grenades à fragmentation n'ont sans doute pas évolué autant que ça. Nous la ramassons aussi et nous voyons un des monstres essayer de traverser le mur, se ménager une ouverture tellement sa carrure est immense. Et nous lui lançons cette grenade avec une précision inhumaine. Nous sommes un Primarque. Et la grenade atterrit directement sous son pied qu'il est en train de poser pour passer et détonne, le déstabilisant, lui faisant manquer eh bien, sa cible directement avec ses armes à distance. Mais ce gain de temps ne nous est pas si salutaire car nous n'avons toujours aucune solution. De plus, si on continue à reculer, eh bien, Zabriel, cet unique fils que nous avons retrouvé, celui qui peut permettre de refaire renaître l'espoir, le retour de la Légion originale. Nous ne comptons absolument pas le laisser à son propre sort, car ce n'est pas son destin de périr ici aujourd'hui. Une bouche d'armes apparaît du corps de notre adversaire et nous lance des flammes. Heureusement, nous pouvons l'éviter, ce qui nous permet aussi de nous rapprocher dans la garde du traître et nous lui décochons un coup de poing avec toute la puissance dont nous avons. Mais malgré tout, c'est comme frapper de l'acier. Heureusement, nous sommes habitués à frapper de l'acier et c'est souvent lui qui se brise en premier. Malgré tout, la force du chaos nous étonne. Est-ce donc cela le chaos, une menace en changement constant qui pervertit tout ce qui est familier et permet à ces séides de s'adapter aux coups les plus terribles qu'on peut leur assonner? Nous savons que contre un seul adversaire, nous aurons l'avantage. Mais là, ils sont deux et ils ont l'habitude de travailler en équipe. Cela se sent et cela les rend bien plus puissants. Malheureusement, nous ne pouvons pas continuer à reculer. Quoi qu'il arrive, il faut absolument les affronter. C'est à ce moment-là que notre vision se trouble un petit peu. Les pierres au sol commencent à être un petit peu différentes, un peu luisantes. Cette sensation de dégoût qui nous émane de cette pièce depuis que nous sommes rentrés commence à disparaître et il y a comme une odeur assez calme de forêt et les murs devant nous se transforment en troncs d'arbres. Et c'est à cet instant que notre main se tend et elle ramasse la poigne d'une épée. Et cette épée, aussi incroyable que cela soit-il, elle est à notre taille. Elle est capable d'encaisser notre force. Et là, c'est héraldique des Dark Angels avec cette épée brisée. Et le monde commence à changer à nouveau. Nous sommes revenus dans cet endroit clos. Le Space Marine du chaos s'approche de nous, mais maintenant la sensation est bien différente car nous avons cette épée, notre épée. Nous activons aussi naturellement qu'il soit la garde et le champ énergétique commence à crépiter. Dorénavant, nous avons retrouvé nos crocs. Nous pouvons enfin passer à l'attaque plus efficacement avec cette arme retrouvée. Et ça la déstabilise en fait l'hérétique qui ne s'attendait pas à ce changement de comportement. Et nous réussissons sans mal à lui trancher le bras. Malheureusement, une autre bouche d'armes apparaît et c'est un fuseur qui tire à bout portant. Heureusement, nos réflexes surhumains nous permettent de dévier le tir et d'empaler l'adversaire sur le fil de notre lame. Nous passons ensuite au deuxième adversaire dans un mouvement fluide. En se retournant, nous décapitons ce qui reste du premier adversaire pour s'attaquer au deuxième. Lui-même n'a pas plus de chance que le premier et c'est assez facilement
que nous détruisons ces deux adversaires. Et nous allons directement prêter main forte à Zabriel. Quand nous arrivons, nous avons le plaisir de voir que Zabriel finit d'achever le dernier hérétique. Il n'en reste qu'un seul, le dos brisé. Zabriel pointe son bolter pour l'achever, mais nous l'arrêtons. Attends, j'ai une question à lui poser. Ton sorcier est mort, alors pourquoi me sens-je encore amoindri? Et là, nous voyons le Space Marine ricaner dans son rectus en disant « Amoindri, mais tu as tué mes meilleurs hommes aussi facilement que ça. Quel es-tu? Qui es-tu pour te considérer amoindri ?» Le lion lève les bras et ôte son casque. Peut-être cette créature a-t-elle contemplé son visage jadis. Cela importe peu. Il ne craint pas non plus de s'exposer brièvement à l'atmosphère ambiante. C'est la première fois qu'il va déclarer son identité en 10 000 ans. Et il est hors de question qu'il le fasse derrière le couvert d'une visière de céramite. Je suis Lionel Johnson, primarque des Dark Angels et premier fils de l'empereur. L'hérétique écarquille les yeux et dans ses pupilles, il n'y a nul doute, nul déni. Puis il sourit vicieusement, révélant des dents qui ne sont plus que des pointes effilées. « Il n'y a aucune maladie à l'œuvre, messire, vous êtes vieux. » Nous le fixons un instant, puis détournons le regard. Le souffle court. La morsure implacable de la vérité est douloureuse. Zabriel l'achève d'une balle et le silence reprend ses droits. Et voilà, fin du chapitre 9, donc on n'a pas eu cette confrontation entre les deux déchus, en tout cas ils ont triomphé, bien évidemment on n'imaginait pas que Lionel Johnson allait rencontrer des difficultés, malgré tout, si je dis ne rencontrera pas de difficultés, mais là, en l'occurrence, bon, qu'est-ce qu'il affronte? Ce sont des oblitérateurs qui peuvent muter leur corps, qui sont des adversaires assez redoutables, et bien il a des difficultés à se battre contre les oblitérateurs, surtout désarmés. Ça c'est intéressant, c'est parce qu'on voit qu'un primarque en fait n'est pas une force inarrêtable seule, il a besoin de son équipement et quelque chose de si trivial que simplement des oblitérateurs, eh bien ça peut mettre Lionel Johnson en difficulté. Alors il y a aussi cette information assez grande, à savoir qu'il est vieux et c'est ça qu'il ressent aussi. Dans les chapitres précédents, je vous avais dit que a priori c'était vraiment une sorte de magie qui était à l'œuvre. En tout cas, c'est tel que lui-même le percevait, mais là on voit en l'occurrence que ce n'est pas le cas et ce n'est pas la magie, la corruption du chaos qui le diminue, mais c'est bien l'âge qui a atteint ses compétences et lui-même eh bien, commence à ressentir cette défaillance causée par l'âge. On imagine, hein, après tant d'années, il a vieilli et quel que soit le métabolisme eh bien, des primarques, ils ne sont pas immortels et avec le temps, leur capacité diminue. Ça, c'est une information qui est extrêmement intéressante. En effet, on n'avait jamais eu avant, et c'est normal, on n'avait jamais eu conscience qu'un primarque pouvait diminuer et le seul primarque, enfin, les seuls primarques qui étaient encore en vie sont les primarques démoniaques, donc avec les dons du chaos, ils ont gagné en puissance. Le seul primarque qui n'a pas eu bénéfice du chaos, eh bien c'est Robot de Guilliman, mais Robot de Guilliman lui était en stase, c'est-à-dire que pour lui le temps n'a pas passé et quand il sort de stase, eh bien il est tel qu'il était il y a 10 000 ans, donc il n'a pas perdu de compétences alors que Lionel Johnson, lui, a vieilli. Le temps a passé, alors on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, s'il dormait, s'il rêvait, mais clairement le temps a passé pour lui et bien, du coup voilà, ça joue sur son métabolisme. Deuxième encore information, c'est il a retrouvé son épée. Alors il y a ce côté mystique sans doute, c'est vrai qu'on pouvait se demander, mais moi je me posais la question, où est-ce qu'il va la trouver son épée? Où est-ce qu'il va trouver son bouclier de l'empereur? Alors le bouclier de l'empereur, on n'a pas encore la réponse, par contre son épée, qui est a priori fidélité, l'épée qu'il a tout au long de Arc of Omen, et bien simplement elle lui est donnée dans la forêt. Donc il y a ce côté mystique un petit peu qui est assez intéressant. J'avoue que, étant donné que Lionel Johnson n'est pas un psyker, le côté mystique de cette forêt qui apparaît, c'est assez étonnant, mais voilà, bon, ça fait partie du mythe en tout cas, de sa particularité, et le fait de retrouver comme ça une épée, on peut même imaginer, la question que je me pose, c'est si son épée casse, imaginons, est-ce qu'il peut en retrouver une autre? Est-ce qu'à un moment donné, il peut récupérer un marteau? Alors, pour un chevalier tel que lui, ce ne serait pas une arme très adéquate, mais c'est quand même intéressant de se poser la question d'où vient cette épée, et même son armure. Là, en fait, son armure, eh bien, elle a quand même assez souffert, hein. On nous dit qu'il y a pas mal de fissures dans sa coque en céramite, même son générateur, eh bien, a des difficultés, il était sur le point même de connaître une défaillance critique, donc je me demande, est-ce qu'à un moment donné, il va pouvoir récupérer
récupérer? Est-ce que son armure va se réparer quand il va retourner sur Caliban? Est-ce que lui-même peut régénérer des blessures ou ce genre de choses? Eh bien, j'espère qu'on aura ces réponses. En tout cas, eh bien, ça nous laisse présager vraiment de bonnes choses. Moi, j'attends vraiment la confrontation entre les deux déchus pour voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, ce n'est pas encore dans ce chapitre. Peut-être dans une prochaine vidéo. En tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Je vous rappelle que comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter. On reviendra sur vos commentaires. Si vous voulez la suite en avance, eh bien, vous pouvez me suivre sur Tipeee. Moi, bien sûr, ça me permet de vivre, de continuer à vous faire ces vidéos. Et puis vous, en contrepartie, vous avez version sans pub, version en avance et aussi une version podcast si vous avez envie d'écouter directement sur YouTube. Voilà. Merci à vous tous et gros bisous. À bientôt. Salut à tous.